Tu enregistres du coup? Absolument. Bonsoir à tous. Eh bien, nous voilà de retour pour l'histoire de leur début. Et ce soir, je suis en direct avec Aurélie Thivet. Aurélie, qui est coach bien-être et qui est formatrice en management et gestion, qui a également une société qui s'appelle 2ATF, qui donc a créé son entreprise il y a quelques années, effectivement, après être passé par le salariat. Et comme d'habitude, je vais proposer directement à Aurélie de prendre la parole et de se présenter. Donc, bonsoir Aurélie. Bonsoir Eliane, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir pour ce live. Et ben voilà, je m'appelle Aurélie, j'ai 44 ans, j'habite près de Nancy, je suis pas très loin de Nancy, dans l'Est. Et puis aujourd'hui, je suis coach bien-être et formatrice dans différents domaines, donc du management, de la gestion, pour des centres de formation, mais aussi pour mon entreprise qui est aussi centre de formation et certifié Calliope pour pouvoir proposer des prestations aux entreprises. Cool. Et Aurélie, ça fait combien de temps que tu as, toi, créé ton entreprise? Donc, j'ai créé mon entreprise en 2019, en septembre 2019, exactement. Ok, Euh, donc voilà, ça proche du fait... Covid en fait, quelque part. Comment? Proche du Covid aussi, proche des périodes de confinement qu'on a eues en 2020. Donc, ouais, juste avant le Covid, c'était pas du tout prévu. Et j'ai eu cette chance, en fait, de créer ma structure dans la formation parce que finalement, le Covid n'a eu aucune incidence sur mon chiffre d'affaires prévisionnel puisque j'ai continué à travailler du jour du confinement jusqu'à la fin en télétravail. Donc, on s'est adapté, en fait. Et ça a été une vraie opportunité pour le coup parce que ça a permis de transformer mes façons de faire et à vitesse grand V, de me mettre dans de nouveaux outils et de pouvoir finalement m'adapter ultra facilement à la demande de mes clients. Et j'ai pas du tout perdu de chiffre d'affaires. Donc, c'était vraiment une chance que ce soit dans ce domaine-là et pas dans autre chose. Ouais, c'est sûr. Effectivement. Donc 2019, tu crées ta société. Avant, tu étais effectivement en entreprise, tu étais salarié, je crois. Oui, alors j'ai été salariée pendant 14 ans en tant qu'assistante de direction. Et puis en 2016, j'ai décidé de faire de la formation. Et donc, je suis entrée en tant que contractuelle dans un lycée près de Metz, enfin à Metz même d'ailleurs. Euh, et je suis restée donc 4 ans sous ce statut de contractuelle. Et c'est au bout de ces 4 ans, à un an d'avoir le CDI, que j'ai décidé de me mettre à mon compte et de créer ma structure. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait en fait que justement tu as décidé de te mettre à ton compte? Quel est le switch en fait pour toi entre le statut de salarié et cette décision de devenir indépendante, de devenir entrepreneur? En fait, j'ai saisi enfin, une opportunité, c'est-à-dire j'ai senti quelque chose, je ne sais pas trop comment expliquer, c'était plus de l'intuition, du ressenti, de me dire il va y avoir un changement. J'avais en plus de mon contrat des vacations dans différents établissements de Nancy. Et puis j'avais pour vocation de revenir plus près de mon domicile parce que Metz c'est quand même à 1 heure de route aller. Donc 2 heures tous les jours de trajet en plus des cours et tout ça, c'était un peu lourd. Euh, et donc, j'avais pris des vacations à côté de chez moi. Et en fait, dans ces clients, j'avais la CCI formation. Et donc, en fait, à l'issue enfin, la suite de la réforme de la formation professionnelle, ils ont décidé de ne plus accepter de statut de vacataire, mais plus que des honoraires, donc des indépendants. Et donc, quand j'ai appris ça, donc, ils nous ont prévenu suffisamment tôt, hein, donc c'était, je pars en décembre 2018 à peu près. Là, je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer et de me dire, parce que, soyons clairs, moi, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évoluer. Voilà, j'ai besoin que ça bouge, d'avoir des nouvelles matières, être dans un train-train, faire toujours les mêmes matières, toujours les mêmes groupes, toujours. C'est, voilà, ça me représente pas, c'est pas pour moi, quoi.
J'ai besoin de m'adapter, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'évoluer. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a des gens qui sont vacataires aujourd'hui, mais qui ont aussi à côté des statuts comme j'avais moi, soit en CDI, soit carrément en fonctionnaire, hein, et qui ne vont pas créer leur société pour pouvoir continuer. Et il y a peut-être des places à prendre. Et donc, je me suis dit, bah, allez, c'est maintenant ou maintenant, quoi. Donc, si je veux le faire, c'est tout de suite. Et puis, j'ai pris quelques renseignements, j'ai essayé de tâter le terrain. Du coup, en étant contractuel, j'avais droit au Pôle emploi. Et donc, je me suis dit, bah, avec cette sécurité-là, entre guillemets, je ne prends pas à grand risque. Au pire, si ça marche pas, bah, voilà, je rechercherai un contrat quelque part et puis on verra. Ok, donc effectivement, ce que tu dis, ça rejoint énormément ce que disent effectivement beaucoup d'entrepreneurs qui ont démarré, c'est-à-dire qu'ils cherchent en fait au départ à bénéficier quelque part d'une forme de relative sécurité quelque part de Pôle emploi pour pouvoir effectivement lancer et pouvoir avancer, etc. Et outre cette motivation effectivement sur ressenti d'un éventuel changement, tu avais d'autres motivations qui t'ont amené à ça, des constatations peut-être ou autre chose qui t'ont amené à vouloir bifurquer là-dedans et vraiment prendre cet envol, je dirais, de liberté? Bah, c'est vraiment ce souhait de changement, en fait, de pas me mettre dans quelque chose où j'allais être dans une routine, parce que bah, voilà, c'est ce vers quoi je tendais. Ça faisait 4 ans que j'étais là-dedans et je voyais bien que ce qui se tramait, ça allait être bah, de nouveau la même chose, les mêmes groupes, voilà, les mêmes façons de faire, dans le même endroit. Et en fait, moi, ça me convient pas, quoi. J'ai quitté les entreprises dans lesquelles j'étais avant. Donc, j'avais eu deux grosses expériences dans des entreprises. Justement parce qu'à un moment, bah, en fait, je tournais un peu en rond sur ce que je faisais. Moi, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de projets, j'ai besoin de créativité. Ça fait partie de mes moteurs, la créativité, le changement, toujours se renouveler. Je suis incapable de faire 2 fois le même cours, c'est pas possible. Il faut que je m'adapte à mon public, que je change la façon de faire. J'ai un nouvel outil, je le teste. Enfin voilà, Ok, j'ai besoin en fait de cette dynamique-là. Et c'est pas quelque chose qui pouvait m'être proposé de manière systématique dans le système dans lequel j'étais. Il y a que l'entrepreneuriat, en tout cas le fait de pouvoir changer d'établissement, de changer de formation, de changer de module de formation régulièrement, qui me permet en fait de m'épanouir sur ce plan-là et puis de me stimuler intellectuellement. ok. Et pourtant, tu étais déjà dans la formation, donc quelque part, tu as créé le mode en fait salarié pour passer en mode indépendant, mais tout en restant dans ta zone de génie, dans ton cœur de Oui. métier. C'est Bah ça. parce que quand j'étais assistante de direction, quand j'ai quitté ce métier d'assistante de direction, que j'ai commencé la formation, j'ai su dès le premier jour que j'étais à ma place, que j'étais faite pour ça. J'avais besoin de ce contact, j'avais besoin de transmettre, j'avais besoin de partager, de faire ressentir et de faire émerger les potentiels. Et c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, que ce soit dans la formation ou dans le coaching, c'est ce côté de vraiment faire ressortir le meilleur des gens et puis de les accompagner à prendre confiance, à apprendre, mais aussi au-delà d'apprendre, c'est plutôt se rendre compte qu'ils savent déjà pour la plupart, quoi. C'est faire ressortir ça et leur faire prendre confiance dans leur potentiel, dans ce qu'ils ont. Oui, absolument. Effectivement, souvent, ils savent faire, mais ils n'ont pas conscience qu'ils savent faire. Voilà. C'est ça. Et donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour avoir le déclic de dire, mais vous savez faire, donc, OK, on va pousser un peu plus loin, mais vous avez des outils pour. Quoi. C'est ça, voilà, leur faire prendre confiance en eux aussi par rapport à ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que bien souvent, on a une idée ou autre chose, mais entre l'idée et la réalisation, il y a quand même beaucoup de peur, beaucoup de. Et justement, toi, quand tu as décidé de passer dans l'entrepreneuriat, en fait, déjà au départ, tu avais quand même un réseau quelque part sur lequel tu pouvais t'appuyer. J'avais déjà un petit réseau puisque bah, je faisais des vacations. En fait, j'ai commencé, mes premiers clients étaient les centres dans lesquels je faisais des vacations. Ça a Ok, été les premiers. Ensuite, j'en ai aussi, bah, j'en ai démarché.
Parce que la transition s'est faite sur 9 mois à peu près, hein. Entre le moment où j'ai décidé, donc en janvier 2019, je suis allée voir un expert comptable qui m'a expliqué un petit peu les différents statuts. C'est lui qui m'a dit que je pouvais bénéficier du Pôle emploi, je ne le savais même pas. Ce qui m'a rassurée, mais de toute façon, je l'aurais quand même fait. Je ne l'ai pas fait pour ça, donc je l'aurais quand même fait. Et puis, une fois cet expert comptable contacté, qui m'a confirmé que, bon, globalement, je prenais pas grand risque à me lancer à ce moment-là, c'était de dire, bah voilà, j'avais un contrat jusqu'au mois de août 2019 et d'aller voir bah, si ça mordait. Et donc, de prévenir les gens que j'allais potentiellement, en tout cas, que je souhaitais me mettre à mon compte et de voir s'ils allaient me proposer des choses. Et donc, j'ai démarché déjà les centres dans lesquels je travaillais euh, qui ont répondu. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que mon intuition a été la bonne parce que j'ai un premier centre qui m'a appelé et qui m'a dit bah, j'ai une formatrice qui ne va pas continuer suite au changement de statut. Et est-ce que c'est des choses que tu es en capacité de faire? Et c'était des choses, voilà, c'était pour des assistantes de direction. Et du coup, bah oui, bien sûr, ça a été mon métier pendant 14 ans, bien sûr que je vais pouvoir intervenir sur ce domaine d'activité. Et donc, ça m'a permis aussi d'accéder à déjà de nouvelles propositions de contenu qui étaient déjà plus en accord aussi avec mon expérience. Et puis, avec de nouveaux publics, des demandeurs d'emploi, donc vraiment des personnes bah, qui étaient en reconversion professionnelle, comme je l'avais été, qui étaient adultes, parfois adultes plus, seniors, on va même dire. Et en fait, vraiment, avec un nouveau public où là, vraiment, j'ai ressenti tout le potentiel que je pouvais donner, apporter, et là où je pouvais exprimer vraiment le meilleur de moi, quoi. Et quand tu dis effectivement que tu as commencé à démarcher en fait les entreprises quelque part dans lesquelles tu travaillais en tant que salarié, tu n'as pas eu à affronter en fait un problème quelque part de concurrence vis-à-vis de ton ex-employeur. Ça n'a pas posé de problème à ce niveau-là pour toi? Alors, c'était pas tout à fait les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé, c'était les centres de formation dans lesquels je faisais déjà des vacations. Donc, Pour le compte d'un employeur. non, pour le compte de moi, j'étais salariée. En fait, les vacations, c'est du salariat, c'est comme du portage salarial, si tu veux. En fait, c'est des contrats précaires, en précaire, voilà. C'était des contrats à l'heure ou enfin à l'année, au nombre d'heures facturées, quoi. Mais qui étaient sous contrat de travail, c'est-à-dire qu'avec la législation contrat de travail, comme le contractuel de la fonction publique que j'avais avant, quoi. C'était un statut de contractuel, si tu veux. Donc j'ai commencé par ce centre-là, et d'ailleurs cette personne-là qui m'a donné mon premier contrat, elle a changé de centre depuis et je suis toujours en contact avec, et c'est vraiment c'est une de mes clientes privilégiées euh, et à qui on fonctionne très très bien. Euh, et donc ça a été le premier déclencheur de dire ah bon ben en fait on est au mois d'avril, donc moi je m'étais donné jusqu'au mois de juin pour prendre ma décision réellement, de dire je dis que j'arrête, quoi, parce que je continuais de travailler dans le lycée. Et on était au mois d'avril et j'avais déjà commencé à remplir pas mal mon agenda, quoi. Et Ok. donc là, ça m'a confirmé qu'il fallait que je me lance. Ok. Quand on prend la décision de se lancer comme ça, c'est quoi les premières questions qu'on se pose en fait? Les premières peurs qu'on a, les premières questions quand on prend Alors, les cette premières peurs, décision? c'est est-ce qu'on va avoir assez de travail pour pouvoir se faire un salaire? Ça, c'est la première de toute première de toute première. Comment je vais faire? J'avais pas vraiment de doute, alors ça va paraître prétentieux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'avais pas vraiment de doute sur mes capacités à faire le job. Voilà, c'était pas c'était pas une peur pour moi parce que j'avais déjà testé et je savais que j'étais tellement dans ce que je suis, en accord avec mes valeurs, alignées avec ce que je suis, que euh, quand je suis devant un groupe, je me pose pas de questions. En fait, je sais que je suis à ma place. Ok. Donc ça, j'avais pas peur. Le fait de le faire sans le soutien en fait financier Oui. quelque part, c'est enfin, bien souvent la difficulté, elle est là aussi. On se lance, mais
bah, on se lance quelque part dans le vide parce qu'on n'a pas C'est ça. forcément de rapport financier, on n'a Mm. pas et on quitte quelque chose qui est quand même beaucoup plus sécuritaire. Qui est plus confortable, qui est plus sécuritaire, qui permet d'avoir. Alors voilà, hein, il y a l'entourage aussi, hein, donne son avis sur la question et Ça, dire ah, mais justement, tu c'est te une rends question que j'allais compte. aborder Ouais, voilà. un peu Ça après, fait effectivement. partie. Voilà, des fois, toi, t'as pas forcément la peur parce que t'es vraiment porté par ce projet, par cette envie, cette émulation, cet enthousiasme de pouvoir dire ça y est, finalement, c'est presque une consécration de pouvoir créer cette structure-là par rapport bah, à tout le parcours que j'ai pu avoir, qui est assez atypique, qui est particulier, ces changements, les évolutions, tout ce que j'ai pu être et faire depuis. Et puis, en fait, tu te dis, ouais, c'est bon, je vais y aller, on est en phase. Et puis tu as l'entourage, la famille qui dit, ouais, mais tu te rends compte, tu vas quand même pas quitter un contrat de l'éducation nationale pour pouvoir, on ne sait pas quoi, comment tu vas faire, et si tu n'as pas assez d'heures, et si ça marche, si ça marche pas, et si, et si, et si. Comment tu as Euh, géré ça alors? Je voulais revenir un peu plus tard, mais puisque tu en parles, enfin, quel impact ça a eu, hein? Et puis deux, comment tu as géré ça en fait? alors, quel impact ça a eu bah, sur le coup, moi je suis un peu bornée des fois, donc quand j'ai décidé quelque chose, j'avoue, bah, ouais, j'y vais quoi. Bon, voilà, ça met quand même une petite ombre au tableau. C'est-à-dire là où ouais, j'ai été taquée parce que je suis toujours, ouais, je suis à fond, je suis à fond dans l'enthousiasme, je suis super, je vois que le positif. Ah, mais s'il y a un truc, mais c'est pas grave, on va gérer, c'est OK. Enfin, voilà, c'est cool pour moi, tout va bien se passer. Je suis plutôt positive, donc du coup, c'est un peu le bulldozer, quoi. Et puis finalement, bah, ça fait ces petits nuages quand même, parce que finalement, ça met des doutes là où j'en avais pas forcément, ou en tout cas, si j'en avais, ils étaient vraiment accessoires. Et j'étais tellement portée par ce projet que du coup, je m'inquiétais pas pour des trucs au niveau administratif. Ben, je suis carrée, voilà, ça, c'était mon métier d'être administratif pendant longtemps, donc je m'inquiétais pas par rapport à la facturation, je m'inquiétais pas par rapport à la gestion des documents, c'était pas trop le souci, quoi. Après, il y a le chiffre d'affaires quand même qui vient. Il y a le chiffre d'affaires qui vient et puis Merci pour l'emploi dans un premier temps. d'où aussi le fait, quand le comptable m'a dit, mais vous allez pouvoir bénéficier de l'aide à la création du pôle emploi, euh, voilà, pour moi, tous les freins étaient levés, en fait. Okay. Tous les freins étaient levés. Par contre, bah, il y avait toujours, voilà, il y a toujours des gens qui sont là pour te dire, ouais, mais tu te rends compte, tu n'auras plus les vacances scolaires. Ouais, c'est OK pour moi. C'était pas une motivation pour moi d'avoir les vacances scolaires, donc c'est pas grave. Au contraire, voilà, j'aime la façon. Alors aujourd'hui, me prends une partie des vacances scolaires pour être avec mes enfants, pour en profiter. Mais c'était pas une motivation essentielle en tout cas. Ok, et là, Ni le salaire, ni le salaire, ni ça finalement, parce que c'était plus créer quelque chose. C'est vraiment le côté création qui m'intéressait, quoi. Ce ok, et là, défi. effectivement, tu parles donc de gens qui t'ont renvoyé quelque part leur peur, mais si on réduit un petit peu le champ, je dirais, mari, enfant, comment Ouais. ils ont géré ça, en fait, quand tu leur Eh as ben, annoncé la décision de créer? Parce que c'est pareil, eux sont quand même très, très concernés et ça peut faire peur quand même quelque part. ouais, ouais. Eh ben, mon ex-mari, il a été derrière moi assez tôt. Il a pas, voilà, il a plutôt été positif sur le projet. Mes enfants, eux, ils ont été aussi positifs dans le sens où, bah, comme je revenais sur Nancy, j'avais plus les trajets et du coup, je pouvais être là plus tôt et plus tard, enfin, plus tard le matin, plus tôt le soir avec eux, malgré le travail qu'il y avait à faire à la maison. En fait, c'était à la maison. Et j'étais quand même plus près d'eux, du coup, que quand j'allais bosser à Metz et où ben, je partais très très tôt le matin, des fois avant qu'ils se lèvent, et je rentrais assez tard le soir. Et donc pour eux, en fait, ils ont trouvé un meilleur confort, je pense, dans cette situation. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de moi, autant que je le suis en tout cas.
et c'est chouette, ouais. Ok, très très bien tout ça. Et alors j'avais une question, mais elle a pris la poudre d'escampette, donc c'est pas grave, elle reviendra, pas de souci. Ouais, quand on démarre comme ça, je suppose que le syndrome de l'imposteur, enfin ce dont on parle, le syndrome de l'imposteur, vu que tu étais quand même dans ton cœur de métier, tu l'as peut-être pas trop, t'as peut-être pas eu trop à faire à lui, à mon Ah enfin. si, ah bah si, mais moi c'est tout le temps en fait. Donc encore aujourd'hui, D'accord. encore aujourd'hui. Et c'est le principe, pour le coup, c'est le principal frein que je peux avoir dans tout ce que j'entreprends, c'est ça, c'est de me dire je vais pas être à la hauteur, je suis pas suffisamment bien, je mérite pas ce que j'ai, enfin, et tout ça et tout ça. Et c'est des choses que j'ai travaillées dans ma formation PNL, là, pour lequel j'ai fait ma certification il y a 15 jours, il y a 10 jours. Où je commence à avancer et où je commence vraiment à me dire: «Oui, ben, effectivement, quand je me retourne et que je regarde mon parcours, ben, ouais, c'est quand même bien, quoi». Enfin, voilà, je peux être fière de moi et finalement, je suis vraiment à ma place et je mérite d'être là où je suis. Mais c'est encore, aujourd'hui, je te le dis parce que je suis, en bonne forme et que voilà, je suis cool, je suis détendue, ça se passe bien. Mais un jour où je suis plutôt en bad mood, je vais remettre, le truc, direct, quoi, et dire: «Non, mais de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas possible». Mais il me donne ça, mais comment je vais faire? Je suis pas capable. Et puis en fait, j'arrive devant mes élèves ou mes stagiaires et là je me transcende, quoi. Je me transcende parce que je fais ce que j'aime. Je suis animée vraiment par mes valeurs. Je suis animée par la conviction profonde que j'ai, quelque chose à leur apporter. Et c'est pas de l'ordre de la connaissance, quoi, c'est au-delà de ça. C'est un rayonnement, c'est quelque chose, c'est vraiment de l'accompagnement. Et moi je considère vraiment que mon métier, c'est un coach formateur ou un formateur coach, mais vraiment les 2 ensemble, quoi. C'est quelque chose d'unifié, c'est quelque chose qui va, au-delà de la transmission de savoir, au-delà de la transmission de connaissances, mais vraiment de l'accompagnement, au mieux-être et vraiment à la quête de sens finalement, que ce soit dans la formation, dans le coaching, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil en fait, c'est juste la taille des groupes qui change. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la quête de sens, on entend beaucoup parler. Et Mmh. je crois que d'autant plus, effectivement, après les confinements qu'on a eu au niveau du Covid, etc., les gens ont vraiment eu un retour quelque part sur eux et vraiment un besoin, en fait, de reconnecter à qui ils sont, quelque Mmh. part. Et ça cadre tout à fait, enfin, d'une certaine manière, avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que amener effectivement le bien-être, c'est amener aussi la connaissance, c'est amener la sécurité et la sérénité en fait aux autres et leur apprendre comment l'avoir et comment la conserver quelque part, ou tout du moins leur donner la conscience qu'ils ont la capacité de. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Absolument. Oui, travailler les peurs aussi, effectivement, c'est extrêmement important. Et donc, effectivement, on a vu que toi, les peurs, en fait, l'installation, etc., ça n'a pas été, vu la sécurité, si on peut dire, qu'il y avait sur la zone de génie, il y avait quand même une capacité assez facile, en fait, à pouvoir avancer. Mmh. Mais bon, Ah puis, à l'époque, bah, mon ex-mari avait, un salaire, correct. Je veux dire, ça permettait de toute façon, de pouvoir, continuer à subvenir aux charges sans trop se poser de questions. Parce que comme j'avais enfin, quand j'ai démarré, mon emploi du temps, il était déjà quasiment plein, quoi. Donc, il y avait déjà énormément de demandes, en fait, c'est ça? j'avais déjà calé mon agenda pour 1 an, quasiment. Parce que, bah, je sais pas, ouais, va peut-être expliquer comment ça fonctionne dans mon métier. La formation, c'est aujourd'hui que ça commence, c'est-à-dire qu'on est au mois de mars. Au mois de mars, en fait, les centres font leur planning pour, la saison prochaine de septembre, à août de l'année d'après. Et donc en fait, ça y est, là, ça commence, c'est le mercato, on va dire, hein, on est dedans là, on est en plein dedans. Et donc bah, comme moi, je leur ai dit dès le mois de février que j'allais me mettre à mon compte, ben, j'ai été sollicitée, j'ai commencé, puis je suis allée faire les portes ouvertes des écoles. Et puis je suis allée déposer mes CV et leur dire: «Bah, voilà, je me mets à mon compte, machin, je peux intervenir sur tel et tel domaine d'activité, comment on peut faire?» Et puis, bah,
la réforme de la formation professionnelle, le fait que les écoles voulaient aussi créer des centres de formation d'apprentis qu'ils n'avaient pas forcément, s'ouvrir en fait à des choses qui leur étaient permises alors qu'avant ça l'était pas forcément. Bah, ils avaient des besoins, ils avaient beaucoup de besoins et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de besoins en formateurs. Et donc, ben, j'ai vraiment, je pense que c'était vraiment le bon moment. C'était le moment pour se lancer, c'était le moment pour aller se vendre. Et bah, j'y suis allée au moment où ils étaient en train de faire les plannings et où des fois ils avaient des besoins. Parce qu'il y a des gens qui disaient, bah non, finalement, moi j'arrête ça, machin. Et puis, vu que j'acceptais à peu près tout, à l'époque en tout cas, je ne faisais pas de tri. On me proposait ça, bah, je prends, à partir du moment où je savais que j'avais les compétences pour pouvoir le faire, ben, je prenais ce Il y a qui une venait. Et chose donc, j'y commencé, j'avais 1 an de planning qui était quasiment rempli. Ok, mais il y a une chose qui est très très intéressante dans tout ce que tu viens de partager, effectivement. Enfin, je pense, c'est que moi, je vois effectivement quand on accompagne, et moi j'en accompagne aussi, j'accompagne des porteurs de projets qui sont des gens qui sont en création, en fait, de projets de cœur ou professionnel, l'un ou l'autre. Et on se rend compte bien souvent qu'effectivement, la difficulté au départ, c'est comment je me fais connaître, en fait. Oui. C'est-à-dire que, OK, je peux avoir un réseau, je vais dire à mon réseau que je m'installe, c'est une chose, mais au-delà du réseau, comment je me fais connaître? Et ce qui est important, moi, et ce que je relève dans ce que tu viens de dire, effectivement, Aurélie, c'est que toi, tu as démarché, en fait. Mmh. Ah Tu bah, as oui, été oui. voir les écoles, tu as été expliquer ce que tu faisais, tu as été déposer des CV. Et effectivement, ça doit être extrêmement chronophage, mais euh, pour toi, même encore aujourd'hui, c'est une bonne façon de pouvoir commencer à lancer une entreprise. Ah oui, oui, bah c'est même indispensable, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, pour moi, encore aujourd'hui, c'est si je veux développer ma clientèle, je profite des opportunités, je vois une porte ouverte, j'y vais, je prends mon CV, je vais essayer d'aller voir les décisionnaires ou les coordinateurs ou les gens qui vont pouvoir dire, bah, allez, hop, on y va. Bah, petite anecdote, cette semaine, j'étais en relation avec une prof d'un lycée de Nancy, Mhm. parce qu'on intervenait en fait sur la même promotion, mais sur des groupes différents pour une thématique. Et elle savait pas trop, enfin voilà, elle m'a contactée et puis elle savait pas trop ce qu'il fallait faire ou quoi. Donc on a échangé sur comment moi je voyais les choses, comment elle voyait les choses, et puis on a un peu je lui ai un peu expliqué, voilà, comment j'allais faire puisque j'étais en avance par rapport à elle, parce que moi j'ai déjà commencé et elle devait commencer qu'au mois d'avril. Et puis il se trouve que voilà, la pauvre, elle a eu un accident de voiture et elle ne peut pas assurer ses cours, donc elle m'a appelé vendredi dernier. Et en fait, bah, déjà pour me donner ses heures, donc c'était déjà très gentil de sa part, parce qu'elle se sentait pas de créer un nouveau contenu et tout qu'elle avait jamais fait. Alors moi, je lui ai proposé de lui donner le mien parce que voilà, moi je suis comme ça, je pense que les choses m'appartiennent pas forcément. Moi, je trouve que notre plus-value en tant que formateur, c'est pas le contenu, le fond, parce que ça se trouve partout, mais c'est vraiment l'animation. Donc j'ai pas de souci par rapport au fait de donner mes cours, ou de partager ou de co-créer. Enfin voilà, c'est plutôt dans mes modes de fonctionnement. Et puis finalement, bah, de discuter avec elle et puis dire, bah, au fait, mais bah, dans ton comment tu travailles, comment tu fais, ce que tu fais dans ton lycée et tout ça, et de se dire, bah, là, bah, je vais peut-être pouvoir t'aider moi, dans le coaching pour la préparation au bac, pour la préparation aux examens des jeunes, parce qu'aujourd'hui ils sont en angoisse, parce que, bah, ils ont vécu quand même une partie de leur scolarité en distanciel et que, bah, passer des examens, c'est toujours compliqué. Surtout que maintenant il y a un grand oral, c'est quand même pas la même chose que ce qu'il y avait avant. Et puis de dire: «Bah, voilà, je peux peut-être vous proposer quelque chose pour accompagner les jeunes ponctuellement, sur». Et en fait, c'est ça, c'est ce démarchage-là, c'est de dire, ben, saisir l'opportunité sur le moment, de se vendre sur un truc sur lequel on se sent, quoi, de faire. Mais ça, c'est obligé que ça passe par le démarchage. Les gens, ils attendent pas après vous, quoi. Parce que c'est Tu vrai beau que être connu, tu beau faire des vidéos, tu beau être sur les réseaux, on va pas dire: «Ah bah tiens, j'ai vu que tu étais sur un réseau, qu'est-ce que tu fais?» Non, il faut aller au contact des gens. Ok, donc il faut aller les chercher effectivement. Et on se rend compte, d'après ce que tu dis, effectivement, que
le contact humain, en fait. Alors, toi, tu parles effectivement d'aller sur des événements ou des portes ouvertes. On a aussi, même en présentiel, on a des réseaux d'entrepreneurs, on a des after-work, on a pas mal de choses comme ça. C'est vrai que j'entends souvent, moi, mes porteurs de projets qui disent « mais faire des flyers ou faire des cartes de visite, donner des cartes de visite, ça ne sert à rien ». Peut-être, mais en tout état de cause, quand on établit un contact, on a quelque chose de beaucoup plus fort qu'effectivement, enfin, on a un lien quelque part qui se crée avec les gens. Et puis, On est d'accord que, oui, on est d'accord, donner les cartes de visite, ça sert à rien. Laisser des flyers sur un bureau, ça sert à rien. Par contre, aller créer du lien avec une personne, mais la bonne, là, c'est différent. Et quand je dis la bonne, c'est pas forcément celle qui va vous embaucher, mais c'est celle qui va parler de vous à la personne qui a vraiment besoin de vous, en fait. Mais c'est ça le truc. Et moi, c'est quelque chose que je dois encore travailler. C'est-à-dire que je suis inscrite à plein de réseaux d'entrepreneurs, mais j'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui encore euh, pour parler de moi ou pour discuter. Donc, pour le moment, ça se fait encore un peu entre des portes. Mais comme je discute avec tout le monde, ça se fait plus facilement peut-être avec moi parce que j'ai cette facilité-là d'aborder les gens, de discuter avec les gens dans quelque endroit que ce soit. Et finalement, de pouvoir. c'est pour De ça pouvoir... qu'en premier lieu, en fait, tu te présentais au départ comme formatrice en communication et après, ça a évolué. La C'était communication, quand on crée quelque chose, c'est important, la communication. la communication, c'est important, ouais. Et c'est pas tant la communication qu'on va faire sur l'institutionnel. Alors, moi, j'ai un site internet qui est en construction depuis 1 an et demi, voire plus. Depuis que j'ai créé mon logo et tout ça. Et pour tout dire, il était bien avancé, mais j'ai mis voilà, je travaille avec des stagiaires en informatique et bon, il a craché aujourd'hui, hein. Donc, voilà, on doit refaire une bonne partie des trucs. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, mais bon, voilà, il y a les réseaux comme LinkedIn, il y a Facebook, il y a maintenant, je me suis mis sur Instagram, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, mais pour moi, c'est encore tout ça, c'est des trucs. J'avais trop de projets en parallèle pour pouvoir m'y mettre réellement. Et je pense que même quand on n'est pas professionnel, des fois, faut peut-être mieux déléguer ça à quelqu'un qui sait faire, tout simplement. Il faut pouvoir aussi, parce que déléguer, Oui, c'est ouais, pareil, il y a une question ouais. financière. Alors, Oui, oui. on parle, Mais on parle voilà. on parle souvent, effectivement, quand on commence de déléguer, il y a des fois à des étudiants, par exemple, ou C'est à ça. des écoles, etc., parce qu'on les paye 2 ou 3 heures, et puis voilà, ça impacte beaucoup moins que de prendre un webmaster Exactement. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai pris des étudiantes l'année dernière qui m'ont dégrossi le fond, les programmes de formation, qui m'ont fait de la veille concurrentielle, qui m'ont retravaillé mes modèles de documents pour aussi mettre voilà, en certification avec Calliope. Moi, j'avais déjà la certif, mais maintenant, il faut passer au stade supérieur, c'est-à-dire que j'ai la certif de création d'entreprise. Maintenant, il faut que je montre aussi à chaque fois que je fais quelque chose que je suis dans le bon. Et puis aujourd'hui, là, j'ai pris donc des étudiants en informatique pour le site internet notamment, OK. principalement d'ailleurs. Et puis, mon fils s'est proposé de travailler mes vidéos parce que lui, ça le passionne. Donc voilà, c'est vraiment que je dis délégué, c'est pas forcément à des professionnels, enfin pas forcément à des professionnels, mais ça peut se faire de manière très professionnelle par des gens qui n'en font pas leur métier en tout cas. Et donc et de s'accompagner de gens parce que alors moi je touche un peu à tout, mais voilà, je fais un peu j'ai un master en design multimédia, donc je veux dire le site internet normalement je dois pouvoir faire, mais je ne peux pas tout gérer, en fait. Il y a un moment, soit on développe la clientèle, soit on travaille les programmes, soit on anime, soit on fait du web marketing, soit on fait du webmaster. Enfin, à un moment, les journées, elles font que 24 heures. Et puis, il y a la vie, la vie personnelle derrière, quoi. Euh, Justement, c'est aussi, alors tu parlais de tout ça, effectivement, et c'est vrai que quand on commence à créer quelque chose, il nous faut un petit peu un maximum de casquettes parce que tant que tu n'as pas un petit peu de financement, un petit peu de trésorerie, un petit peu de pas mal de choses, c'est effectivement c'est relativement difficile quelque part de pouvoir
déléguer ou demander de l'aide. Mais justement, quand on commence à créer quelque chose comme ça, on sait très bien qu'il y a une somme de travail assez phénoménale et que ça prend énormément de temps. Comment tu as géré la répartition vie pro, vie privée? Parce que c'est important aussi de conserver un équilibre. Ouais, j'ai divorcé, donc je peux pas dire ça. Mais pourtant, tu disais que ton ex-mari était quand même assez, enfin, te soutenait et... Oui, non, là-dessus, je peux pas dire. Même il a travaillé un petit peu pour moi quand il s'est retrouvé sans emploi. Donc, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est pas à cause de l'entreprise, je pense que c'était autre chose. Mais c'est vrai qu'en termes de travail et il y a des choses sur lesquelles il faut faire des choix. Il y a des moments aussi, il faut qu'on choisisse. Moi, au début, enfin, faut être clair. Quand j'ai commencé, même avant d'être à mon compte, quand j'ai commencé la formation, j'y passais des heures et des heures. C'est-à-dire que c'était très tard le soir et je partais tôt le matin à messe, mais je me couchais à 1h, 2h du matin. Je bossais jusqu'à 2h du matin et je partais à 6h, quoi. Enfin, c'est pour te dire, c'était vraiment très intense. Effectivement. Parce que je partais de rien. Je fait une reconversion, enfin une reconversion, c'est-à-dire que j'ai choisi après, après un burn-out de changer de voie. Donc j'avais fait de la formation un peu dans le cadre associatif pendant 3 ans et je m'étais éclatée là-dedans. Je me suis dit, ben voilà, j'aimerais bien faire ça. Et puis, tant qu'à se retrouver au chômage, autant essayer ce qu'on a envie de faire, quoi, hein. C'était l'occasion. Et donc là, j'y passais beaucoup de temps. Je passais beaucoup de temps dans les transports, je passais beaucoup de temps dans les préparations et c'est vrai que du coup, j'avais pris beaucoup, de recul par rapport à la famille, mais j'essayais de leur donner des moments de qualité plutôt que de quantité. Donc voilà, d'être présente, peut-être moins longtemps, mais d'être présente, quoi. Et c'est vrai que, c'est difficile, parce que, c'était le week-end, parce que c'était et puis un jour, j'ai décidé que, le week-end, j'arrêtais de travailler. En tout cas, j'ouvrais mon ordinateur qu'à partir d'une certaine heure le dimanche, pas avant, quoi. Et en fait, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement et de ménager, des plages, pour pouvoir avoir, des vacances. Même si c'était pas une semaine complète, mais que pendant les semaines de vacances, j'ai au moins 2-3 jours de suite pour pouvoir être avec mes enfants. Voilà, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça t'a Mais apporté à toi personnellement comme équilibre? heu, bah, dé Ouais, ça m'a apporté de l'équilibre, en fait. C'est-à-dire que, moi, j'ai jamais été carriériste et je me suis retrouvée dans une situation où je bossais tout le temps. Alors bon, d'accord, je bossais pour moi, mais par contre, ça a toujours été important la relation. Chez moi, c'est un des items les plus importants, c'est de sauvegarder la relation, en fait et hem et la relation avec mes enfants, est très, très importante. Elle est très, très importante pour moi. Si bien que c'est voilà, c'est parfois difficile, d'être voilà, parce que moi j'ai des ados, donc des fois c'est un peu conflictuel, hein, et je le vis très, très mal. Je le vis très, très mal, c'est compliqué et parfois je me pose la question, je me dis: «Bah, ouais, mais si j'avais si je me remettais dans un contrat classique, voilà, avec un employeur et puis que j'ai mes horaires et que j'ai plus rien à faire le soir quand je rentre et que, voilà, j'ai pas de webinaire, j'ai pas de formation, j'ai pas de je pars pas le week-end pour une certif, j'ai pas voilà et que j'ai pas tout ça, est-ce que pour autant je serais, plus présente pour eux? Je suis pas sûre parce que finalement je serais éteinte et je pense qu'ils ont besoin aussi de me voir vivante, ils ont besoin de me voir épanouie, et que c'est à ce moment-là où je leur donne des moments de qualité. Et c'est vraiment ça, de retrouver des moments, de qualité et donc de s'astreindre parce que finalement, c'est une gymnastique et c'est une habitude à prendre de dire: «OK, mais là, je me priorise, quoi» et se reprioriser, c'est, une des choses qu'il faut garder en tête. Alors même si au départ, on est dans le jus et il faut y aller effectivement, sur la période de lancement, on peut pas trop se poser ces questions-là. Mais à un moment, ça revient assez vite où, on a besoin de cet équilibre-là, de cette ressource-là pour pouvoir s'épanouir.
parce que, en tout cas, moi, j'en ai besoin et je suis pas la seule. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça, qui peuvent pas s'épanouir que dans leur travail. Ils ont besoin voilà, de cet équilibre-là et donc d'arriver à ménager du temps, faire des choses, et puis, c'est de l'organisation, de la planification presque, dire: «Bah, voilà, je ménage des plages». C'est pareil, avant, je pouvais répondre, à des questions d'élèves à 23h, minuit, parce que j'étais, réveillée ou, sur mon téléphone ou aujourd'hui, je leur dis dès le départ, je dis: «Je me réserve le droit de ne pas vous répondre entre 22h et 7h du matin, soyons clairs, ni le week-end, hein. J'ai une vie». Mais, envoyez-moi les messages, par contre, je répondrai plus tard. Mais je choisis, je choisis. C'est-à-dire qu'avant, je me disais: «Il y a un message, vite, il faut que je réponde» et je lâche tout pour pouvoir faire ça. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je fais plus ça. Mais au début, c'était un peu ouais, c'était un peu ça, ouais. Ok, parfait, très bien tout ça. Et donc aujourd'hui, enfin, avant d'aborder aujourd'hui, pardon, je suppose que comment dire, les premiers succès, les premières victoires, les premiers retours bénéfiques, c'est Mmh. quelque chose qui est waouh quand on commence. Ah oui, oui, puis alors, quand on fait ce métier, de formateur, je vais vous dire que le retour, il est direct, hein. Quand vous êtes bon, vous le savez tout de suite, quand vous êtes mauvais, vous le savez tout de suite aussi, quoi. Et le jour où ça va pas, le jour où tu y vas et tu as pas la niaque ou tu as pas l'énergie, bah, ils te le font sentir, mais cash, enfin, il y a pas de faux semblant. Si tu es bon, c'est et que tu es bien et que tu arrives à transmettre, ça c'est tout de suite, tu as le retour et ça, c'est un truc de fou. D'où Heu, l'interaction avec effectivement la vie pro et la vie perso, parce que si tu arrives à faire l'équilibre, tu prends du temps pour toi, donc quelque part tu recharges l'énergie, et quand tu arrives en exactement, formation, tu pètes le feu, quoi. c'est top. Ouais, tu top, C'est un c'est peu, top. c'est un peu le cycle. C'est le cercle ouais, c'est le cercle vertueux, c'est vraiment cet équilibre-là à trouver parce que, c'est ce qui va te permettre d'être, parce que bon, parfois, c'est sûr en face, tu gères pas le groupe, des fois ils en ont rien à faire, hein, cet après-midi, moi j'en ai un, il m'a clairement dit: «Mais de toute façon, votre dossier, je vais certainement pas le rendre, quoi». Donc, en gros, je vais pas vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai rien fait et puis j'ai pas envie. Donc là, bah, à un moment, faut se faut se dire qu'on peut pas non plus sauver tout le monde et qu'il faut parfois, c'est leur choix, quoi. C'est c'est arrivé à ça. Au début, moi, j'avais du mal, hein. Je prenais, leurs échecs pour les miens. J'ai réussi à prendre ce Ça a recul-là. permis de relativiser justement ce genre de choses, de pouvoir prendre de la distance avec l'échec des autres sans les prendre pour toi, en fait. Ou, ouais, je dirais l'échec des autres, en fait, quand on le prend pour soi, c'est un petit peu euh, la réaction de dire j'ai peut-être pas été assez bon pour les intéresser, c'est ça? C'est exactement ça. C'est de dire: «Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé?» Et puis, il y a un moment, en fait, tu te poses et tu te dis: «Bon, j'ai fait le maximum, j'ai fait de mon mieux». Est-ce que c'est ce que c'est mes enfants qui m'ont fait prendre conscience, c'est-à-dire que comment moi j'étais avec eux quand, ils avaient un échec, c'était, «Est-ce que tu as fait de ton mieux?» «Oui, j'ai fait de mon mieux». «Et ben alors c'est bien». Voilà et finalement, moi je me posais pas cette question parce que je devais toujours être au top, je devais toujours être parfaite. C'était vraiment, pour moi, une quête de, je peux pas flancher, j'ai pas le droit, je dois toujours être, voilà et ça je l'ai travaillé aussi avec la PNL. Un beau driver, soit parfait, soit fort. Ouais, ouais, et donc en fait, ça, je commence à lever le pied là-dessus et de dire: «Mais en fait, non, tout ce que je fais, c'est bien et je fais de mon mieux et comme je fais de mon mieux, bah, c'est bien». Et c'est vraiment, je pourrais pas te dire vraiment ce qui a fait le déclic ou la connexion à cette déconnexion de ça, mais parfois ça revient, hein, voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a des moments où, voilà, je suis plus fatiguée, où j'ai plus de choses à gérer, où des fois je me dis: «Mais comment je vais faire pour faire tout ça?» Puis finalement j'y arrive et c'est à ce moment-là que je me dis: «Beh, en fait, c'est OK, c'est bien, tu fais tout ce que tu veux». Mais, prendre l'échec ne plus prendre l'échec des autres, c'est de dire: «Bah, je leur ai tout donné» et vraiment quand je dis: «Je donne tout», je donne tout. C'est j'ai je voilà, je donne de moi, je donne du temps personnel, je donne, quand je suis en cours, je donne tout, je donne de l'énergie, je donne tout ce que je peux.
Euh, mais je peux pas faire à leur place. Je peux pas Oui, faire à leur place. absolument. Bah, c'est comme en coaching. Enfin, là, on parlait de formation, effectivement, mais c'est comme en coaching, effectivement. On peut accompagner quelqu'un, on peut lui donner les outils, lui apprendre les outils. Maintenant, si lui ne veut pas travailler pour avancer, si lui ne veut pas s'en servir et faire les actions qu'il faut pour avancer, bah, on aura fait le maximum, mais voilà, quelque part, on ne peut pas obliger quelqu'un à avancer quand il ne veut pas. Exactement. Donc, Ok. donc en fait, j'ai pris conscience de ça et ça m'a enlevé cette pression de dire, ben, je suis pas dans la quête du résultat, en fait. C'est-à-dire que comme le coach, il a une obligation de moyens, bah là, moi, je me donne une obligation de moyens. C'est-à-dire que je donne tout, tout ce que j'ai, tout ce que je peux, toute l'énergie que j'ai, tout le savoir que j'ai, toute l'expérience que j'ai, toute la pédagogie que j'ai, euh, au maximum de ce que je peux, à tout le monde voilà, comme je le fais. Et après, bah, ils s'en saisissent ou pas. Et ceux qui s'en saisissent, ils réussissent. Et j'ai des retours, mais parfois très émouvants. Je veux dire, j'ai eu des lettres, des retours, Ah, j'ai encore un élève qui m'a contacté cette semaine, voilà, qui se souvient. Voilà, j'ai laissé une trace, ouais, il se souvient de moi. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, quoi. C'est la plus belle des récompenses. C'est chouette. Ok. Mm. Et donc aujourd'hui, comment, comment est-ce qu'on évolue de formateur en communication à formateur en management et gestion? C'est quoi la progression aujourd'hui? Bah, en fait, j'étais, j'ai envie de dire, j'étais déjà dans le management et la gestion. J'étais plus, je sais pas si je vais de management gestion à communication ou le fait d'avoir acquis des outils sur la PNL, voilà, je vais plus vers la communication, vers la ressource humaine, vers l'accompagnement, vers d'autres sujets, d'autres thématiques en fait, que la gestion qui est très dans le faire, hein, tout simplement. Enfin voilà, c'est plus de l'organisationnel, c'est ce que je faisais quand j'étais assistante de direction, c'est carré, c'est de l'Excel, c'est de la comptabilité, c'est de la gestion de projet. Voilà, c'est process, process à fond. Et comment j'évolue? En fait, j'évolue bah, par rapport aux formations que je fais, parce que moi, j'adore apprendre. Donc, je refais des formations tout le temps. Je m'intéresse à plein de nouveaux sujets et puis je veux m'ouvrir à d'autres choses. Et puis aussi, surtout, avec un gros travail sur mes valeurs. Et ça fait beaucoup évoluer parce que je me rends compte aujourd'hui que je faisais plein de choses jusque-là. Et du coup, j'avais une offre qui n'était pas du tout lisible parce qu'en fait, j'étais capable, de par mon expérience, de par mes diplômes, de faire plein de choses. Et donc je faisais plein de choses parce que pour avoir aussi du travail, hein, tout simplement. Je veux dire, on me proposait ça, bah, je prenais, hein, voilà. Je me posais pas la question de savoir si j'avais envie vraiment de faire ça. On me proposait tel et tel type de module, je sais faire, je prends. Aujourd'hui, j'ai une autre approche, c'est-à-dire que je sais faire, voilà, il faut quand même que je sache faire, hein, je prends pas des trucs que je sais pas faire, hein, soyons clairs, on On n'en peut est le pas là. dire. C'est qu'on peut le Même dire. si parfois on peut se lancer des petits challenges à la marge sur un truc qu'on maîtrise pas trop, mais ça va nous permettre de rapprofondir le truc, ça peut se faire. Parce que Mais bon, la formation, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps et c'est quand même pas si facile que ça non plus. non. Parce que quand tu ne sais pas trop, voilà, Ouais. tu Parce que t'engages à la chercher. formation, c'est aussi de la pédagogie, aussi du fond, mais aussi de la pédagogie. Donc, je me dis, il y a vraiment ces volets-là. Et puis moi, ça me permet de travailler aussi d'autres sujets que j'ai peut-être touché un petit peu du doigt, mais que j'ai pas forcément approfondi. Par contre, quelque chose que je connais pas du tout, j'irai pas, hein, on est d'accord, c'est pas, mais des choses que j'ai lâchées ou que voilà, ou que j'ai envie de développer, ça me permet de me mettre dedans finalement. Donc, mais surtout, moi, je veux aujourd'hui faire des choses qui me font vibrer, pour lesquelles je ressors vraiment le meilleur de moi et où j'arrive à faire vibrer les gens avec moi, quoi. C'est euh, quand
quand je leur parle de PNL, là, donc je fais des cours de communication à l'IUT, je vais leur faire, je vais leur parler de la PNL et du neurorelationnel, etc. Voilà, voilà, je suis habitée presque, hein, voilà, je veux dire, c'est Donc, le choix de pas la, un le choix de la exercice. formation en PNL, c'est quelque part, c'est pas un hasard, c'est Non, une coïncidence, une circonstance. ça a été la suite de ma formation de coach. Alors, ma formation de coach m'a aussi ouvert d'autres choses, à d'autres portes, à des choses que je ressentais, mais que j'arrivais pas forcément à nommer ou que j'arrivais pas forcément à définir correctement. Elle m'a permis de clarifier aussi ce que je voulais faire, ce que j'aimais, ce qui m'animait, tout simplement. Et puis la formation de PNL donc que j'ai faite m'a fait aussi retravailler donc sur mes valeurs. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais lâchées et qui font partie des valeurs profondes que j'ai en moi. Et ça, bah, aujourd'hui, je vais avoir à cœur de les réactiver, de les réactiver. Et si je reformule un petit peu ce que tu dis, en fait, un bon entrepreneur, quelque part, c'est quelqu'un qui connaît ses valeurs primaires aussi, et qui sait les nourrir et Mmh. qui sait effectivement les magnifier, en fait, quelque part, par la pratique qu'il a de son objectif ou de ce qu'il veut faire. Oui, c'est quelqu'un qui a pris conscience en fait de ce qui l'animait et de ce qui était important pour lui et qui va dans ce sens-là et qui ne se bat pas contre quelque chose qui est pas en accord avec ça. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs, je dirais. Parce que c'est grâce à ça qu'on va y arriver. Quelqu'un qui va entreprendre et qui ne s'est pas posé ces questions-là, de dire c'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui? Euh, Souvent, les gens, ils veulent être entrepreneurs parce que c'est la liberté. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, mais être entrepreneur, c'est pas la liberté, en fait. Parce que des contraintes, t'en as. Des Beaucoup. contraintes, t'en as beaucoup. T'es obligé de te plier à tes clients, t'es obligé de te plier à tes fournisseurs, t'es obligé de te plier à l'URSSAF, t'es obligé de te plier aux impôts, t'es obligé de te plier au système, finalement. Mais il y a une certaine notion de liberté dans le sens où bah, finalement, je vais pouvoir quand même faire des choix. Mais ces choix-là, si je les fais contre mes valeurs, je suis plus libre. Je suis plus libre finalement parce que je vais. Et Voilà. si je l'ai fait en fait en irresponsabilité sans être conscient en fait de là où je veux aller. C'est En fait, oui, il y a des choix, oui, mais ce choix, c'est en fait la capacité d'être responsable de son action, de ce que l'on veut faire et de là où on va. Exactement. Ok. Et donc, pour le futur, Aurélie, alors qu'est-ce que devient la société 2ATF? Qu'est-ce que devient Aurélie? C'est quoi les projets aujourd'hui? Voilà, il y en a plein. Tant mieux. Là, j'ai ouvert des portes de ouf. Pour ceux qui trouvent que j'ai déjà fait beaucoup de formations jusque-là, je vais encore en faire une au mois de septembre pour être formateur aux bases PNL, donc pour proposer des séminaires de 3 jours de formation de base PNL. Donc ça, c'est le gros projet encore de cette année. Le développement du coaching bien-être avec différents aspects et notamment un aspect de rapport au corps puisque je me suis formée au massage californien et donc pour proposer un package d'accompagnement sur son rapport au corps avec séance de massage. Et puis le travail justement sur les valeurs, donc accompagnement, coaching bien-être pour se réapproprier et trouver du sens à sa vie personnelle ou professionnelle et ou professionnelle en travaillant sur ses valeurs. Donc ça, c'est les gros projets, l'accompagnement de manière générale, le développement du coaching, mais tout en gardant la formation parce que pour moi, voilà, c'est une activité qui aujourd'hui encore m'anime beaucoup et m'apporte énormément et j'ai pas envie de le lâcher, quoi. Eh bien, écoute, on va bientôt arriver à la fin de notre échange, puisque généralement c'est entre 45 minutes et 1 heure. Mais moi, j'ai encore deux questions pour toi. Ok. La première question, c'est aujourd'hui, Aurélie, quand tu te retournes sur ton parcours entrepreneurial, comment tu l'analyses? Qu'est-ce que tu peux en dire? Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu en penses? Bah, aujourd'hui, je pense que c'est une réussite, en fait, déjà.
C'est une réussite parce que malgré le Covid, je suis toujours là. Ça, c'est la première chose. Et je continue de me développer et surtout, j'ai des retours ultra positifs quand j'anime. Et donc, j'ai, c'est c'est rigolo parce que c'est comme la vidéo sur la Saint-Valentin où j'ai dit que je m'aimais. C'est très nouveau pour moi, en fait. C'est très nouveau pour moi de dire du bien de moi-même. Et donc, bah, allez, je vais, parce que l'ordonnée commence par soi-même finalement. Et c'est vrai que Les marques de reconnaissance sont tellement importantes. j'avais beaucoup, beaucoup de mal d'accepter les compliments des gens, d'accepter le retour positif des gens parce que syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, moi-même, je me les apportais pas. Et donc aujourd'hui, j'ai compris que ça commençait déjà par là, par moi, par ce regard, ce retour sur mon parcours. Et c'est vrai que quand j'explique d'où je viens, parce qu'à chaque nouveau groupe, bah, on se présente tous, donc je parle de mon parcours et au final, aujourd'hui, j'en parle complètement différemment, de manière beaucoup plus posée, sereine, beaucoup plus impliquée, fière même. Fière, je suis fière de là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir eu des expériences très différentes, très diversifiées, d'avoir connu des domaines d'activité complètement différents, que ce soit dans un cabinet de ressources humaines, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans un garage automobile, dans un centre hydrogène. Enfin bon, voilà, j'ai fait un petit peu de tout, dans de la distribution, de la grande distribution même. Et en fait, aujourd'hui, c'est une vraie richesse tout ce parcours. Et je me rends compte à quel point ça m'a nourri intérieurement et ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir parler à un public super large parce que voilà, j'ai le même vocabulaire qu'eux, parce que je comprends ce qu'ils vivent et c'est super chouette, quoi. C'est C'est super chouette. important, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Tu as le même vocabulaire que ta cible, en fait. Ouais. Et ça, il faut bien, même si vous, sur Facebook, d'ailleurs, vous nous écoutez, si jamais vous avez effectivement un projet de cœur ou un projet entrepreneurial à commencer à créer, allez chercher, en fait, la manière dont votre cible parle de ses problèmes ou de ce qu'elle a envie de savoir. Parce que si vous lui parlez d'un chat alors qu'elle a envie de vous entendre parler d'un chameau, vous n'allez jamais vous comprendre, quelque part. Bon, je sais, c'est un peu trivial, c'est un peu particulier comme exemple, mais en fait, c'est ça. Je dirais, on dit aussi, il faut appeler un chat, mais oui, il faut parler la langue des personnes que l'on veut atteindre, en fait. Et donc, il faut parler la communication des gens qu'on veut atteindre. Ça ne marche pas autrement. OK. Et comment ça Exactement. Et puis, ça passe par le questionnement, ça passe par s'intéresser aux autres, en fait. Et une des premières choses que j'ai dites à mes collègues quand j'ai commencé la formation, donc au centre à Metz, là, euh, où on discutait, et je leur dis, mais comment ça se fait que dès le premier cours comme ça, tu arrives à capter, à les capter? Parce que c'est un public particulier, des commerciaux en alternance, enfin, ils n'ont pas envie d'être là, clairement. Surtout sur des sujets comme l'économie. C'était vraiment pas leur tasse de thé, soyons clairs, hein, ils avaient pas. Et en fait, j'ai réussi à les attraper parce qu'en fait, je me suis intéressée à eux. Et le client, c'est pareil. En fait, moi, j'ai une formation commerciale, alors c'est sûr que ça aide, hein, j'ai quelques bases du coup. Mais la première chose qu'on apprend, c'est avant de proposer quelque chose à ton client, c'est tu l'écoutes, tu lui parles de lui, tu le laisses parler de lui et tu t'intéresses à lui. C'est la base, en fait, dans toute relation, quoi. Quelle belle clé pour effectivement les gens qui veulent se lancer, etc. Moi, je vois, quand je fais le rapport avec mes porteurs de projets, souvent, j'ai des gens quelque part qui me disent, mais moi, je sais faire, donc je propose ce que je sais faire. C'est bien, c'est très bien de proposer ce qu'on sait faire, mais est-ce que ta cible en a besoin? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont elle a besoin pour pouvoir aller mieux ou pour pouvoir avancer? euh, bah, Et c'est vrai que ce switch de mindset, en fait, d'aller chercher, d'aller comprendre le besoin de son client au lieu de lui dire je t'apporte ça, c'est complètement différent. C'est vraiment, c'est même pas intuitif en fait, parce qu'on a tendance à vouloir se vendre avec ce que l'on sait et pas forcément d'écouter ce que l'autre a besoin.
Et même dans la vie, d'ailleurs, que ce soit un rapport de couple avec les enfants ou autre chose, bien souvent, c'est avec les enfants, je suis l'adulte, je sais. Mais oui, mais il a peut-être autre chose à te dire. Et Et de quoi il a besoin. Et c'est difficile. C'est difficile même pour des gens qui sont communicants, même, même pour moi qui suis formée à la PNL, des fois c'est compliqué parce que effectivement, c'est pas quelque chose de naturel. Ça se travaille en fait. Ça se travaille. ça se travaille et on a souvent, il y a des fois les vieux démons qui reviennent quand même, où on a tendance à dire. Puis on gère pas toujours notre état émotionnel, hein. On a de l'état interne qui, des fois, ça bouillonne et ça sort différemment de ce qu'on aurait envie, hein. Exactement. Ben, écoute, je te remercie. J'allais te demander éventuellement, effectivement, en dernière question, si par rapport à ton expérience, tu avais quelques petites clés en fait à donner aux porteurs de projets ou aux gens qui veulent se lancer dans un projet, quel qu'il soit, un projet de cœur ou autre chose, des premières petites choses, des premières petites clés en fait qui seraient importantes pour toi. Alors, une des premières choses, c'est d'essayer d'analyser ce qui vous fait le plus peur, en tout cas, et de pouvoir trouver de la sécurité par rapport à ces petits points-là. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui disent: «Moi, je me lance pas parce que financièrement, c'est pas possible». Eh ben, on va aller se renseigner sur qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les recours possibles? Si je crée, est-ce que je peux décréer facilement? Est-ce que et combien ça va me coûter, et cetera. Et donc ça, s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous apporter des réponses pour vous sécuriser sur ces questions un petit peu qui vous font peur ou sur lesquelles vous n'avez pas de sécurité. Alors pour certains, ça sera plutôt l'argent, pour d'autres, ça sera de trouver des clients, les relations ou les réseaux, pour d'autres, enfin, voilà, chacun va trouver son petit côté d'inquiétude. Et en fait, il y a tout un tas de personnes qui peuvent vous aider. Alors, ça va être des coachs, ça va être des avocats, ça va être des notaires, ça va être des experts comptables, ça va être le Pôle emploi, même si des fois, bon, Ça quelques dépend expériences lequel. malheureuses avec Pôle emploi, mais ça peut être même un ami, une amie qui s'est lancé et qui est passé par ces étapes, en fait, de création d'entreprise et qui vont vous dire: «Ah ouais, mais t'inquiète pas pour ça, il y a ça, 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 ça». Il y a des aides qui sont possibles. Il y a plein de choses, en fait, qui existent déjà pour pouvoir aider les créateurs d'entreprises. Et c'est vrai que finalement, la vraie astuce, c'est ne restez pas seul face à vos peurs. N'hésitez pas à les exprimer. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir vous donner une astuce, une solution ou vous rassurer, ou vous donner, le chemin pour aller chercher, l'information qui vous manque et qui va vous permettre, d'être un peu plus serein par rapport à ça. Ok, mais je suis Ça, complètement c'est d'accord avec toi, effectivement. Ne Absolument. et puis ne restez pas seul quoi, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, il y en a qui y sont passés, il y en a qui y sont encore, et puis, moi, voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon avenir. Bah, c'est encore du développement, c'est encore aller chercher de nouveaux clients qui sont pas les mêmes que ceux que j'ai aujourd'hui et ça va être, c'est, on repart, pour, aller au charbon et donc bah, c'est de nouveau des défis, de nouveau des challenges et finalement, c'est aussi un peu moteur ces challenges. Et de nouveau, d'autres formations qu'on va chercher parce qu'on se rend compte que derrière, il faut encore quelque chose. Mais voilà, les besoins, en fait, on les détermine petit à petit au fur et à mesure de l'avancée. Quelque part, on a des premiers besoins quand on crée. Et puis après, effectivement, en fonction des compétences qu'on acquiert à force de faire les choses, on a d'autres besoins qui peuvent se créer. Et puis on affine aussi, parfois, on affine notre offre, tout simplement, par rapport à tout ça. Absolument. Mmh. Eh bien, écoute, merci beaucoup, ma chère amie. Merci beaucoup pour tout Merci cet à toi. entretien. Euh, je vais te souhaiter une bonne continuation. Euh, Merci, c'est gentil, et merci à toi puis, aussi. en tout état de cause, si jamais vous, sur Facebook ou autre chose, vous avez effectivement des questions, que ce soit en replay ou autre chose, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les transmettrai à Aurélie à ce moment-là et tu pourras tout à fait ou y Ouais, répondre, ou enfin, on pourra y répondre, il n'y a pas de souci. mmh, Eh bien, écoute, je vais avec te plaisir. remercier, je vais mettre fin
à ce direct. Je vous souhaite une bonne soirée à tous sur Facebook. À très Bonne bientôt, soirée à à tous. mardi prochain. Et je serai avec Laetitia Saulnier, qui est coach également et qui s'occupe en fait de nos parts d'ombre. Ça promet. Intéressant tout ça. Absolument. Eh bien, à bientôt Aurélie, merci beaucoup. Merci, à bientôt Eliane. Voilà.